Bonsoir, vous êtes dans l'Africa Newsroom, ravi de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, la commission électorale kenyane annonce la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta au scrutin du 26 octobre. Un scrutin boycotté par son principal adversaire Raila Odinga, une réélection avec plus de 98% des suffrages. Un résultat à prendre avec beaucoup de précautions en l'absence de validation de la Cour suprême. Le Burundi franchit le Rubicon. Depuis ce 27 octobre, le pays est devenu le premier État à quitter la Cour pénale internationale. Les autorités burundaises parlent d'une avancée historique, mais à la CPI, l'enquête pour meurtre, emprisonnement, torture ainsi que des cas de disparition forcée se poursuivra quoi qu'il arrive. Au Nigeria, les transactions bancaires par mobile atteignent un record avec plus de 1,5 milliard de dollars enregistrés au premier semestre 2017. Au Nigeria, où ce type de transfert pèse plus de 30 milliards de dollars chaque année. Voilà pour les titres. Et pour en débattre sur ce plateau, Madame Laurence Ndong, chercheuse en sciences de l'éducation et membre de la campagne internationale Tournons la page, auteur de Gabon, pourquoi j'accuse. Bonsoir. Bonsoir. Sur ce plateau également, Michel Abdoulouab, professeur de sciences économiques et sociales, détaché aux affaires étrangères pour la France en Angola. Bonsoir. Bonsoir. Et sur ce plateau également, Gratien Roukindikiza, notre éditorialiste. Bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Commençons par l'actualité politique. Au Kenya, le président sortant Uhuru Kenyatta est donc réélu avec plus de 98% des suffrages. La commission électorale a annoncé les résultats il y a de ça quelques instants. Une réélection sans surprise en l'absence de véritable opposition face au président Uhuru Kenyatta. On va justement écouter la proclamation des résultats par la commission électorale. Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta, 7,483 millions de voix. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Now, these percentages are out of the... Notons que ces pourcentages concernent les votes valides. 98,26%. Michael Mora, 6700 voix, 0,08%. Joseph Niaga, 5554 voix, 0,07%. Raila Odinga, 73 228 voix, 0,96% des suffrages. Raila Odinga, 73,228, 0,. Alors, au regard quand même de la situation extrêmement volatile au Kenya, je me permets quand même de rappeler que ces résultats sont à prendre avec une extrême précaution car ils doivent encore être validés par la Cour suprême. Madame Ndong, on rappelle que le scrutin du 26 août a été annulé dans 4 comtés à travers le Kenya, à Kisumu notamment, l'un des principaux bastions de Raila Odinga, avec la proclamation de ces résultats ce lundi. La commission électorale passe donc outre la tenue des élections dans ces comtés. Qu'est-ce que cela pose comme problème d'un point de vue légal ? Écoutez, d'un point de vue légal, tous les citoyens ont le droit de choisir leurs dirigeants. Donc normalement, ne pas tenir compte ne pas reprendre l'élection là où elle a été annulée prive des citoyens de leurs droits. Et donc ce n'est pas légal du tout. Ils doivent attendre de repasser l'élection, de refaire l'élection dans les contrées où elle a été annulée. Mais bon, comme on sait, c'est coutume, on ne se soucie pas réellement du droit. Le plus important, c'est que le président en poste repasse. Donc on fait comme ils ont l'habitude de faire. Ça s'est vu au Gabon, ça s'est vu au Congo-Brazzaville. Ça devient une coutume aujourd'hui, les élections en Afrique, les élections présidentielles qui posent des problèmes, qui sont contestés à chaque fois par l'opposition et des populations qui sont lésées, ne fût-ce que dans leur droit de choisir librement leurs dirigeants. Michel Abdoulouab, cela pose effectivement un grave problème d'un point de vue légal. Alors, il faut regarder un petit peu comment ça se passe par rapport à la constitution kenyane. Cela dit, l'opposition a boycotté ces élections. L'opposition a boycotté ces élections. Je crois que 50% seulement des électeurs inscrits ont voté.
Alors, que dire des personnes, des citoyens kenyans qui ont refusé de voter? Est-ce qu'il faut les prendre en compte? Est-ce qu'il faut considérer que ce sont des abstentionnistes? Là, il faut voir ce que disent les textes au niveau de la constitution kenyane. Par contre, là où je vous rejoins, effectivement, c'est que le projet démocratique, en fait, au Kenya, a échoué depuis le début. On n'est plus vraiment dans un débat d'idées au Kenya, mais plutôt sur, comment dire, des luttes de clans, d'ethnies, les Kikuyu et les autres, qui veulent se maintenir au pouvoir avec des démarches clientélistes et qui ne portent pas des idées ou un projet pour le Kenya. À cet égard, on peut rappeler que régulièrement le Kenya est soumis à des violences, hein, et cela depuis la colonisation britannique. L'histoire kenyane depuis l'indépendance et même avant l'indépendance est parsemée de violences politiques. Il faut espérer que cette fois-ci tout se passe bien. Gracia, un scrutin marqué par un faible taux de participation, juste un peu plus de 38% des suffrages, un scrutin sans véritable opposition en face. Quelle légitimité quant à cette réélection du président sortant Uhuru Kenyatta? Alors, il y a un rapport de force qui a été engagé, notamment, il y a Raila Odinga qui avait demandé à ce que la population ne se présente pas aux élections, aux urnes, et il y a Uhuru Kenyatta qui s'est présenté, qui a été élu avec 38% des gens qui se sont présentés. Cela veut dire que Uhuru pouvait mobiliser 38% de la population. On peut s'imaginer, on peut se dire que finalement, c'est Raila Odinga qui a gagné, disons, le bras de fer, parce que c'est lui qui a pu mobiliser beaucoup plus de gens, qui a pu, disons, dissuader beaucoup de Kenyans pour aller aux élections. Et on peut se demander aussi, c'est lui qui a été élu presque environ sur un tiers de la population, un tiers des gens en âge de voter, et est-ce que vraiment il peut revendiquer une légitimité par rapport à ce pays, surtout qu'il y a 4 comtés de l'ouest du pays qui n'ont pas participé. Donc, il y a certains qui peuvent dire, nous, on n'est pas concernés parce qu'on n'a pas été consultés, on n'a même pas voté, et on peut se dire finalement, c'est celui qui avait organisé les tricheries, d'après la Cour suprême, qui organise aussi les élections, et d'ailleurs, on le voit bien qu'il dit merci quand on applaudit le président Uhuru Kenyatta. C'est une erreur grave pour quelqu'un qui dirige une commission électorale. Cela montre bien qu'il y a pratiquement la disparition de la démocratie au Kenya. Laurence Dong, une disparition de la démocratie pour ce qui est du Kenya au jour d'aujourd'hui? On parle de disparition de la démocratie. Ça veut dire que la démocratie a d'abord existé. C'est ça le problème. Si on parle, parce que Raila Odinga, c'est la 3e fois qu'il est candidat et à chaque fois, il a toujours contesté les élections. C'est ça le problème. C'est qu'en Afrique, aujourd'hui, dans plusieurs pays, nous sommes dans ce qu'on a appelé des démocratures. C'est-à-dire des dictatures qui se donnent un visage de démocratie parce qu'elles ont des institutions qui ressemblent à des institutions démocratiques. Elles organisent des élections, mais avec des institutions aux ordres, comme les commissions nationales électorales censées être indépendantes, mais comme le souligne à juste titre notre électoraliste. Et pour ce qui est du Kenya, peut-être la décision du 1er septembre d'invalider l'élection, c'était quand même quelque chose d'historique. Hein. Oui, on va dire que c'était quelque chose d'historique. Nous avons tous salué cette décision. On aurait voulu que d'autres cours suprêmes emboîtent le pas. Ces juges-là ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais derrière, quand on a une commission nationale électorale qui est aux ordres et que c'est la même qui réorganise l'élection, alors que c'est la même qui est déjà accusée d'avoir organisé la première fraude, on devait aller d'annulation en annulation, parce que là, Raila Odinga aurait certainement relevé d'autres fraudes, puisqu'on voit bien que le président de cette commission électorale n'est pas indépendant, il n'est pas indifférent, il est pour Uhuru Kenyatta, on le voit qui sourit, qui annonce l'élection avec un sourire et qui dit même merci quand on acclame Uhuru Kenyatta. Donc, l'opposition en Afrique se retrouve souvent dans un dilemme. Ils sont entre marteau et enclume. Est-ce qu'il faut continuer d'aller à des élections que l'on sait qu'elles vont être truquées? Là est la question, est-ce qu'il faut ne pas y aller et organiser le boycott, mais dans ce cas, les fameux présidents en poste les gagnent quand même à 98%, comme c'est le cas aujourd'hui au Kenya? Voici tout le dilemme aujourd'hui de la démocratie et des élections présidentielles en Afrique. Michel Abdouab. Le problème en Afrique, c'est la nature des régimes
qui sont en fait des régimes patrimoniaux. On est dans des systèmes patrimoniaux. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de chefs d'État qui considèrent que leur pays leur appartient. Et que, de fait, voilà. Alors, effectivement, comme l'a dit Laurence, je suis d'accord, il y a un semblant de démocratie. Il y a des institutions qui sont très fortes. La Cour suprême, par exemple, au Kenya, c'est une vraie institution. Seulement, tout le système politique est en fait calé sur des intérêts clientélistes et non sur le bien commun. C'est-à-dire que votez pour moi, je vous renvoie, entre guillemets, je vous renvoie l'ascenseur, et c'est pas comme ça que ça marche. Alors par contre, là on s'éloigne du Kenya, mais il y a certains États africains qui ont fait de vrais progrès en matière de démocratie. Hein, je pense au Botswana, je pense au Sénégal. Pardon ? Au Bénin, ça se passe bien Au Bénin, aussi. tout à fait, au Bénin. Pas comme le Togo à côté, où il y a une vraie volonté de transparence et de mise en place d'un processus démocratique. Gratien, il y a des chances pour qu'une nouvelle fois la Cour suprême invalide cette élection? Ça va être très compliqué pour la Cour suprême d'invalider ces élections. Oui, la Cour suprême peut invalider en raison des comtés qui n'ont pas voté, mais non pas en raison de la transparence au niveau du vote en soi, parce qu'il n'y a aucun opposant qui a participé aux élections, qui conteste ces élections. Mais par contre, le fait que les 4 comtés n'aient pas voté, la Cour peut invalider. Mais cela peut dire, Uhuru Kenyatta va dire que c'est la chasse aux sorcières. Je ne sais pas si vraiment la Cour suprême va aller jusqu'au bout dans ce jeu. Et malheureusement, le peuple kenyan va être déçu. Est-ce que cette proclamation montre ce que justement reprochait l'opposition à la commission électorale, à savoir une collusion avec le pouvoir? Oui, bien sûr, il y a une collusion avec le pouvoir. Il y a une dame qui était membre de cette commission qui s'est retirée, qui a dénoncé ce qui s'est fait. Il y a même le président de la Cour suprême qui a refusé un montant, une somme d'argent qui était déposée sur son compte, de provenance entre guillemets inconnue. Et cela veut dire qu'il y a beaucoup de corruption dans ce genre d'élection. Mais je pense que vraiment, le problème qui s'oppose au Kenya, c'est les violences à suivre. C'est un peuple qui est composé par plusieurs ethnies qui sont battues et chaque ethnie ne veut pas lâcher, chaque ethnie qui est engagée politiquement depuis du temps même de l'indépendance, en passant des terres qui ont été distribuées des ethnies, de telle ethnie distribuées à d'autres ethnies. Il y a toujours un problème de terre qui est le fond vraiment politique dans ce pays. Donc une nouvelle fois, le Kenya risque de se diriger vers une nouvelle incertitude politique, Laurence Dong? Lorsque les populations semblent ne plus avoir le choix, parce qu'on a présenté la démocratie comme le pouvoir du peuple par le peuple. Les peuples africains ont cru à cette démocratie, ils ont cru au pouvoir du bulletin de vote. Mais lorsqu'on leur sert indéfiniment des élections fraudées, trichées, tronquées, on se retrouve avec des présidents comme là, cette fois, il est élu avec 38% de la population qui a voté. C'est comme si on avait une élection à un tour, hein, pour parler du Gabon où le président est élu avec 30%, 40% des voix. Cette fois-ci, la tricherie a fait qu'ils ont dit 51%. Mais bon, bref, on se retrouve avec des présidents qui sont élus par une minorité et non pas par une majorité. Et comme le disait Michel, et comme le disait Michel, ces présidents, on sait bien qu'ils sont entourés d'une oligarchie. Ils sont là pour eux-mêmes et pour s'enrichir avec leur oligarchie au détriment de la population. Qu'est-ce qui va rester à cette population pour s'exprimer? Elle finira par s'exprimer par la colère. Et elle va exprimer sa colère par la violence, ce qui a déjà été le cas au Kenya, ce qui risque encore de revenir. La seule façon d'apaiser cela, c'est d'avoir des élections transparentes, de tenir compte de la volonté du peuple. Un président est censé représenter un peuple. Et pour citer la Constitution américaine, elle dit que le président américain tire son pouvoir du consentement des gouvernés, donc de la majorité des gouvernés. Quand on veut diriger des personnes contre leur gré, elles vont trouver un moyen de s'exprimer. Et au-delà des actes de la désobéissance civile pacifique, certains choisissent la violence, malheureusement. Michel Abdelouab. Alors, fin 2007, donc le même problème électoral, il y a eu 1100 morts et 600 000 déplacés au Kenya. Voilà. Il faut souhaiter que ça ne se reproduise pas. Donc c'est quelque chose de... La société kenyane est une société violente, de par l'histoire, de par son histoire et de par la nature des régimes politiques qui l'ont gouvernée. Donc,
depuis la colonisation britannique et même après, c'est la violence qui a sous-tendu toute la dynamique politique de ce pays. Il faut espérer que cette fois-ci, ça ne se reproduise pas. Gratien. Oui, on peut l'espérer, mais en même temps, il faut se dire que dans ces pays où les élections, en général en Afrique, dans plusieurs pays, avant même les élections, le président qui demande une réélection est déjà élu. Donc, on peut se demander finalement, dans certains pays, pourquoi aller aux élections alors que c'est lui qui est au pouvoir. Je pense qu'à un certain moment, si vraiment l'Union africaine avait une certaine force, il faudrait que l'Union africaine organise des élections dans les pays africains. Ça serait une très bonne chose finalement pour les Africains. Une option que voilà, vous semblez partager Oui, une option panafricaine, oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative, bien sûr. Alors, on va peut-être, je crois que vous aviez peut-être un mot à rajouter. Oui, que l'Union africaine organise des élections dans les pays africains à condition qu'elle ne soit pas elle-même le syndicat des dictateurs qu'elle semble être aujourd'hui, pour la plupart. On va, si vous le voulez bien, marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.